définir ce que c'est que la sécurité du machine learning. Alors donc, je vais vous parler de la sécurité du machine learning, qui n'est absolument pas le machine learning pour la sécurité. Donc je vais faire le tour de force suivant. Je vais faire un exposé au FIC qui ne parle pas de cybersécurité. Moi, mon objet de recherche, c'est le machine learning et savoir quel est son niveau de sécurité intrinsèque, déconnecté de toute application. Alors, une définition du machine learning, forcément, ça va parler des données, puisqu'on fait du machine learning. Forcément, ça va parler d'un attaquant, vu qu'on fait de la sécurité, mais bon, ça ne fait pas une définition. Donc, je vais essayer de vous proposer une définition du machine learning. Alors, si on s'intéresse à la sécurité du machine learning, c'est qu'on a une petite idée que peut-être que le machine learning est vulnérable. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, peut-être que vous pensez que c'est une technologie extrêmement puissante et que du moment qu'on a des données, ça généralise bien, c'est extrêmement robuste, mais je vous préviens, la robustesse, ce n'est pas pareil que la sécurité. La généralisation, la robustesse et la sécurité, ce sont trois concepts différents. Généraliser, ça veut dire que votre modèle, votre réseau de neurones, va s'acquitter de sa tâche sur des données qu'il n'a jamais vues. La robustesse, c'est la même chose sur des données qui ont été peut-être un peu corrompues par la nature, donc des données qui sont essentiellement distribuées de manière différente des données qu'il a vues pendant l'entraînement. Alors que la sécurité, ce sont des données qui ont été perturbées par l'attaquant. Donc là, il y a la notion de l'attaquant a l'intention de leurrer votre système, mais il recherche aussi des techniques les plus efficaces possibles pour leurrer ce système. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je ne fais pas de cybersécurité, je vais vous parler de classification d'images. Voilà, ça va nous changer un peu. Et puis, vous allez voir de belles images dans la présentation, vous allez passer un bon moment. Bon, mais moins bien que la présentation d'avant, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous parler d'ImageNet. ImageNet, c'est une tâche de classification. Il faut faire un réseau de neurones profonds qui prédit l'objet qu'il y a dans des images. Donc, avant 2012, on ne savait pas faire. Et puis, depuis 2012, grâce à l'intelligence artificielle, on s'est acquitté cette tâche. Et voilà. Et donc, du coup, en 2012, avec le réseau de neurones AlexNet, certains disent que c'est le climax de l'intelligence artificielle. Il y a un avant et un après AlexNet. Bon, très bien. Ici, je vais vous donner un exemple. Vous avez une image où il y a un clou et le réseau de neurones est capable de voir la présence du clou. Ce qui est assez fort, puisque en fait, le clou qui est là, il est tout petit. Il n'a jamais vu cette image et pourtant, il est capable de prédire la présence d'un clou. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté graduellement du bruit, j'ai augmenté graduellement la puissance de ce bruit jusqu'à temps que le réseau de neurones ne voit plus le clou. Et donc voici le résultat. J'ai une image qui est complètement bruitée. Ça, c'est le moment charnière où il n'arrive plus à trouver le clou. Donc un tout petit peu moins de bruit et il voyait toujours le clou. J'ai fait la même chose en compressant l'image, de plus en plus, jusqu'à temps qu'il ne voit plus le clou. Et donc voici le résultat. Un tout petit peu moins de compression et il voyait le clou. Donc là, vous avez une robustesse qui est vraiment impressionnante. Et de l'autre bout, vous avez des attaques, donc ce qu'on appelle les attaques en boîte blanche et en boîte noire. Donc l'attaquant, ici, calcule la meilleure perturbation possible pour leurrer le classifieur. Et vous voyez le résultat, on a une image qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'image originale. Donc la robustesse, c'est très différent de la sécurité. Bon, alors je peux multiplier les exemples, mais aussi faire des statistiques sur un très grand nombre d'images. Donc ici, la distorsion, ça calcule en fait la dégradation que j'apporte sur les images. Quand la distorsion est à 0, ça veut dire que j'ai scrapé des images sur Internet, je les donné à mon réseau de neurones, et à 80% du temps, il trouve l'objet, le bon objet dans les images. Il généralise très bien. Maintenant, j'ajoute du bruit où je compresse mon image et je vois que la précision de mon réseau de neurones se dégrade doucement au fur et à mesure que je dégrade de plus en plus mes images. OK. Mais la sécurité, ça va être faire des attaques qui sont vraiment ciblées pour leurrer le réseau de neurones. Et on voit que là, la précision chute avec la distorsion. Donc encore une fois, la robustesse et la sécurité, ce n'est pas la même chose. Alors est-ce que ça définit la sécurité du machine learning? Non, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle des exemples adverses. Adversarial example en anglais. Alors, c'est vrai que c'est la majeure partie de la littérature scientifique sur les vulnérabilités du machine learning. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres menaces sur le machine learning. Et donc, finalement, la sécurité du machine learning, c'est un ensemble de réponses, un ensemble de menaces. Et donc, du coup, ça fait une définition qui est un peu molle. Donc, je vais essayer de faire mieux que ça.
Le machine learning, vraiment le niveau zéro d'une machine learning, une définition basique, c'est de se dire, finalement, à partir de données d'entraînement, on apprend un modèle, et après, on applique ce modèle sur des données de test, et on a un résultat. Voilà. Moi, je dis que si on veut avoir une confiance dans ce résultat, il faut protéger le modèle, il faut protéger les données d'entraînement, et il faut protéger les données de test. Parce que l'attaquant, ici, peut agir. Donc, il faut protéger 3 objets. Données d'entraînement, modèle, données de test. Oui, mais ça veut dire quoi protéger? Alors là, du coup, c'est vous qui allez m'apprendre ce que c'est que la sécurité ou la cybersécurité, que ça a été défini dans les années 70 par ce petit groupe de personnes là, qui a fait un rapport de 300 pages où en fait on a résumé ce rapport en 3 mots. La cybersécurité, c'est protéger les valeurs cardinales que sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes et des données. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la triade CIA. Et donc je me dis, est-ce que ça colle? Est-ce que je peux me servir de ça comme pour définir la sécurité du machine learning? Donc du coup, j'ai 3 objets à protéger. Et protéger, ça veut dire, il faut donc défendre 3 vertus cardinales que sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Et donc si cette définition fait sens, ça veut dire que n'importe quel paire que je choisis, je trouve des papiers dans la littérature qui parlent de ça ou dans les applications de dans la vraie vie, je trouve des applications de ça. Alors, la confidentialité. La confidentialité des données de test. Ça, c'est le sempiternel problème où Alice a des données sensibles. Bob, il a un modèle, mais un modèle qu'il a mis du temps à apprendre, donc ça représente une certaine valeur pour lui. Hors de question qu'il donne le modèle à Alice et hors de question qu'Alice donne ses données sensibles à Bob. Donc, comment ces deux-là peuvent collaborer? La confidentialité des données d'entraînement. C'est exactement la même chose. Alice a des données d'entraînement sensibles qu'elle ne veut pas dévoiler et pourtant, elle n'y connaît rien en machine learning. Elle aimerait bien que Bob apprenne un modèle là-dessus. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on peut faire ça. On peut faire ça avec du chiffrement homomorphique, c'est un espèce de chiffrement des données qui permet de faire des calculs quand même sur des données. On peut faire ça avec du multi-party computation, donc on va en fait diviser l'inférence ou l'entraînement du machine learning sur des machines différentes. Ou alors, on peut faire du federated learning. Et ça marche. Alors, ça marche à ceci près que, par exemple, le framework Falcon, ici, est capable d'entraîner des modèles qui sont quand même compliqués. Un VGG16, c'est quand même des centaines de millions de paramètres sur des données qui sont compliquées, donc des petites images qui font quand même 12 000 valeurs, 12 000 pixels. Et donc, il arrive à entraîner un modèle sans aucune perte de précision. Sauf que ça prend 10 000 fois plus de temps. Voilà, c'est tout. Mais on sait faire. La confidentialité du modèle. De nos jours, on trouve des applications que vous pouvez télécharger sur votre smartphone qui font appel à un réseau de neurones. Parce que dans nos smartphones, il y a un tout petit GPU. Mais en fait, n'importe qui peut faire un dump de la mémoire de GPU et retrouver tous les poids du modèle, tous les poids du réseau de neurones. Donc là, il y a un problème de protéger ce modèle. Comment je peux faire? De la même manière, les véhicules de l'armée sont maintenant équipés de plein de capteurs, et puis bien demain, il y aura une intelligence artificielle qui va traiter ces données. Ça veut dire que si le véhicule tombe aux mains de l'ennemi, l'ennemi récupère votre intelligence artificielle. Et alors là, vous pensez peut-être à de l'obfuscation de code, mais en fait, ça ne marche pas du tout sur les réseaux de modèles, sur des réseaux de neurones implémentés sur des GPU. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. De nos jours, la confidentialité, ça veut dire chiffrer les données, au sens cryptographique, mais ça veut dire aussi protéger la privacy des données. Alors, la privacy des données d'entraînement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous entraînez un modèle, et puis ce modèle, quelqu'un met la main dessus, et il va se dire, à partir de ce modèle, est-ce que je peux dire des choses sur les données d'entraînement? Est-ce que je peux dire que cette donnée-là a été utilisée pour entraîner ce modèle? Est-ce que je peux reconstruire des données ayant le modèle? Oui, c'est possible, dans une certaine mesure. La privacy du modèle. Vous avez un modèle dans une boîte noire que vous accédez via une API, par exemple. Donc ça, c'est du machine learning as a service sur un cloud. Ou alors, le modèle est sur un chip. Et donc, vous pouvez donc bombarder le modèle d'entrée, puis voir les sorties, et puis essayer de faire une copie de ce modèle. Ou alors d'inférer des choses sur ce modèle. Combien de couches il a? Est-ce que c'est un modèle convolutionnel? Est-ce que c'est un modèle transformer? Est-ce qu'il fait partie de telle famille? Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire du fingerprinting de modèle. Et puis la privacy des données de test, ça veut dire peut-être que vous êtes OK que
un réseau de neurones puisse faire telle inférence sur vos données, mais vous voulez surtout empêcher qu'il fasse d'autres inférences sur des caractéristiques privées de vos données. Donc comment vous pouvez modifier vos données, sanétiser vos données pour qu'un réseau de neurones puisse faire qu'une seule inférence. L'intégrité. L'intégrité des données d'entraînement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du backdooring. Ça veut dire que l'attaquant va pouvoir modifier les données d'entraînement. Typiquement, par exemple, il va rajouter un petit point rouge sur toutes les images de panda. Et donc moi, quand j'apprends mon réseau de neurones, je ne regarde pas les images. Bien sûr, parce qu'il y en a des centaines de milliers. Et en fait, le réseau de neurones va apprendre à reconnaître un panda, mais il va aussi apprendre à ce que n'importe quelle image avec un petit point rouge en bas à gauche, c'est panda qu'il faut répondre. Et donc, du coup, l'attaquant, une fois que le modèle est déployé, il va rajouter un petit point rouge sur n'importe quelle image, et puis le réseau de neurones va répondre panda. Donc, autrement dit, l'attaquant va réussir à piloter à distance votre réseau de neurones. Alors, il va mettre un petit point rouge pour panda, et puis un petit point bleu pour chat, et puis un petit point vert pour oiseau, puis etc., etc. D'accord ? L'intégrité du modèle. Il existe des centaines de modèles disponibles sur Internet. Est-ce que vous avez confiance en ces modèles-là qui sont disponibles en open source ? Peut-être qu'il y a des backdoors, ou peut-être qu'il y a des réseaux qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des réseaux très connus, mais en fait, il y a eu des petites modifications qui font que dedans, il y a des backdoors. L'intégrité des données de test, ça c'est ce dont je vous ai parlé au début, c'est qu'en modifiant les données de test un tout petit peu, un attaquant peut trouver donc un algorithme qui trouve la meilleure perturbation, au sens où c'est une toute petite distorsion pour leurrer le modèle. Donc vous avez sûrement vu cette image-là, donc c'est des adversarial example, qui a fait vraiment le tour du monde. Maintenant, la disponibilité. La disponibilité des données d'entraînement. C'est vrai que si on n'a pas de données d'entraînement, machine learning ne peut pas travailler. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment un problème de sécurité du machine learning ? Non, c'est un problème de sécurité de la communication ou du stockage des données, mais pas du machine learning intrinsèque. Donc du coup, la disponibilité dans la définition de la sécurité du machine learning, je ne vois pas trop où est sa place. Donc ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas, ça ne fait pas sens. Il y a bien un papier qui parle d'attaque par déni de service sur des réseaux de neurones, mais franchement, il n'est pas très convaincant. Bon. À la place, moi, je dirais que l'or dans machine learning, c'est les données. Vous avez passé énormément de temps à collecter des données de bonne qualité, à les annoter, et donc ça a une valeur. Et donc peut-être que vous voulez quand même protéger vos données d'entraînement et être capable de dire, écoutez, ce réseau de neurones, là, il a été entraîné sur mes données à moi, et je peux vous le montrer. Donc ça, c'est possible, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. En quelque sorte, les données ont été radioactives, et cette radioactivité se transmet au réseau qui a été appris. De la même manière, peut-être que vous avez passé énormément de temps à scraper des données, à les annoter. Vous avez passé aussi énormément de temps à apprendre un modèle très compliqué avec des milliards de paramètres. Donc ça vous a coûté de l'argent quand même. Et donc peut-être que vous voulez protéger ce réseau. Vous voulez pouvoir faire la démonstration que ce réseau qui est dans une boîte noire, en fait, c'est le vôtre. On vous l'a volé. Et donc vous voulez faire la preuve à quelqu'un que ce qu'il y a dans la boîte noire, c'est à vous. Et donc ça, c'est du tatouage de réseau de neurones. Alors, de tatouage du réseau de neurones qui analyse des données ou même de tatouage de réseau de neurones qui génère des données. Actuellement, ici, il y a un rêve fou, c'est-à-dire de pouvoir tatouer ChatGPT. C'est-à-dire que maintenant, on saurait que tel texte généré a été généré par ChatGPT, il y a un tatouage dedans, il y a une marque dedans. Donc du coup, finalement, c'est ça ma définition du machine learning. C'est protéger 3 objets qui sont les données d'entraînement, le modèle, les données de test. Et protéger, ça veut dire sécuriser la confidentialité, l'intégrité, la privacy et puis la propriété. Voilà. Alors, on en est où ? On en est où dans cette approche-là ? Finalement, en fait, il y a 3 phases. Il y a la première phase où on se fait peur. Les premières phases où il y a le premier papier qui a découvert telle vulnérabilité, le papier scientifique de recherche, et là, on se dit « Oh là là, mais c'est une catastrophe. Comment peut-on appeler ces machins-là, ces réseaux de neurones, de l'intelligence artificielle, alors qu'ils sont aussi stupides, qui peuvent être leurrés aussi facilement ?» Voilà, il y a une première étape, c'est « fais-moi peur ». Voilà. La deuxième étape, c'est il y a d'autres équipes de recherche qui se penchent sur le problème et qui, en fait, disent « il y a des problèmes de reproductibilité des résultats, là, parce que nous, on ne trouve pas la même chose. » Ou alors, ils vont investiguer pour se dire « Ah ouais, mais alors c'est vrai, d'accord, ok, cette vulnérabilité existe que dans certaines conditions, des conditions de laboratoire, finalement. » Et puis, il y a des gens qui vont faire de la théorie pour essayer d'expliquer d'où viennent ces vulnérabilités.
La troisième étape, c'est dans la vraie vie, qu'est-ce que je peux dire? Parce qu'après, vous allez venir me voir en disant, bah oui, moi aussi j'ai des données, ah bah oui, moi aussi je fais du machine learning pour la cybersécurité. Alors est-ce que je suis vulnérable? Je sais pas. Je sais pas vous répondre. Là, en recherche, on en est à l'étape 2, à refaire les choses et à comprendre pourquoi, d'où viennent ces vulnérabilités et quels sont vraiment les facteurs importants pour qu'elles existent ou pas. Par exemple, donc cette image-là, qui a fait le tour du monde, qui date de 2014. Donc vous voyez 2 pandas. Je vous donne un petit exercice à faire chez vous. Vous téléchargez l'article officiel avec cette image-là. Vous faites un unbundling, c'est-à-dire que vous allez décomposer votre fichier PDF. Vous allez trouver du texte, des équations, un page layout, et puis vous allez retrouver les images générées par les auteurs. Et puis vous donnez ces images à un réseau de neurones, le même qui a été utilisé dans le papier. Et donc en fait, vous avez trouvé 2 images de pandas et elles sont toutes classées comme pandas. Donc en fait, l'exemple ici, qui a fait le tour du monde d'un exemple adversaire, en fait, il n'est pas adversaire. Le panda est toujours bien classé panda. Donc là, il y a vraiment un problème grave de reproductibilité. Bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais bon, voilà. Autre chose aussi. Donc maintenant, on se dit, pour que les réseaux de neurones soient plus sécures, il faut vraiment lui montrer des exemples adverses pendant son entraînement. Et c'est vrai qu'ainsi, on arrive à robustifier les réseaux de neurones. Ok, très bien. Et alors, ça marche ou pas? Alors ici, j'ai pris un réseau de neurones qui était très, très, très fragile. C'est la courbe verte, on voit qu'il est très sensible à la distorsion. Il se plante très facilement quand on ajoute de la distorsion. Et donc, vous voyez 2 images adverses ici. Donc là, dans l'image ici, il ne trouve pas qu'il faut dire traffic light. Dans l'image ici, il ne trouve pas qu'il faut dire moto. Il y a une toute petite perturbation adversariale qui le leurre. Ok, très bien. Maintenant, je passe à un réseau adverse et vous voyez la différence. Alors sur traffic light, on voit des trucs un peu dégueulasses qui montrent que oui, là, l'attaquant, pour leurrer le système, il faut qu'il introduise beaucoup plus de distorsion. Ok, d'accord. Mais sur la moto, je ne sais pas si vous voyez une différence. Non. Donc on n'en est pas là encore. Sur GPT, un vieux papier qui date il y a 3 ans, qui prétendait que on peut faire crasher à GPT des données sensibles. Par exemple, le nom d'une personne, son adresse, son numéro de téléphone, etc. etc. Alors ici, j'ai mis des carrés noirs, j'ai caviardé parce que c'est pas mon rôle ici de donner les coordonnées d'une personne, d'accord? Mais le truc, c'était de dire, voilà, si vous tapez It's Strawbug dans GPT-2, il vous sort ça texto. Pourquoi? Parce qu'il a eu ce texte-là durant l'entraînement, et donc il va recracher une donnée d'entraînement. Bon, moi j'ai essayé encore et encore et encore, j'ai jamais pu reproduire cette expérience-là. Donc voilà, méfiez-vous des papiers de chercheurs un peu trop enthousiastes. Un autre papier qui là prétend de pouvoir reconstruire des données d'entraînement. Donc vous voyez en haut, ils ont reconstruit des images, d'accord, parce que sinon c'est un classifieur. Donc on obtient des images, ok, qui sont un peu bruitées, et puis en fait après il remarque qu'en fait les images d'en haut ressemblent comme 2 gouttes d'eau, enfin quand même ressemblent fortement à des vraies données d'entraînement. Donc on est capable de recréer des données d'entraînement. Voilà. Bon, sauf que c'était vraiment dans des conditions de laboratoire qui sont vraiment, vraiment particulières. Ce sont des types de réseaux de neurones qui, en fait, n'existent pas dans la nature. Ça, je vais passer. Hop. Et donc, du coup, voilà. Ma conclusion, c'est que, oui, peut-être que ça vaut le coup quand même d'étudier la sécurité du machine learning avant de déployer ces technologies pour faire de la cybersécurité, parce que sinon, peut-être qu'on va avoir des mauvaises surprises. J'ai proposé une définition qui est assez simple, protéger les 3 objets. Et qu'est-ce que ça veut dire que protéger? Où est-ce qu'on en est? On en est dans le laboratoire, en fait. Pour l'instant, on en est à reproduire des expériences dans des laboratoires, dans des conditions bien spécifiques. Et on est incapable de savoir si ça se projette dans la vraie vie. Et je vous incite à ne pas paniquer quand vous voyez des papiers de recherche qui sont très alarmistes et dire « Oh, il y a peut-être quelque chose, des choses qui ont été cachées sous le tapis. Ça ne veut pas dire que moi, je suis vulnérable à ces menaces. » Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de peut-être poser quelques questions à Teddy Furon.
ou pas. Hein. Merci pour la présentation. Vous avez parlé de chiffrement homomorphique ou du multiparty computation. Je veux savoir quel est l'overhead par rapport à ces techniques en termes d'efficacité et de temps de calcul pour ces techniques sur les images. Sur le MPC, donc j'avais pris un chiffre donc d'un papier là qui entraîne donc sur TinyImageNet, donc c'est des petites images, mais c'est quand même 12 000 pixels. Bon, voilà. Il y a 200 classes à apprendre. Ils utilisent un réseau de neurones qui est quand même assez musclé. Hein. C'est un VGG16. C'est un vieux truc, hein, mais ça a quand même des centaines de millions de paramètres. Hein. Bon, voilà. Et donc, c'est 10 000 fois plus lent. Voilà. Ça a pris 1 an et demi de temps GPU à apprendre VGG16. Et au lieu d'avoir une inférence en quelques millisecondes, bah, c'est quelques millisecondes fois 10 000, donc ça fait quelques dizaines de secondes. Voilà. Bon. Mais c'est un vieux papier hein, qui date d'il y a 5 ans. Je suis sûr que maintenant, ils arrivent à faire ça en beaucoup moins de temps. Voilà. Le chiffrement homomorphique est un petit peu en retard par rapport au MPC. Ouais, c'est ce que je dirais. Mais là, il y a au moins 2 grosses boîtes parisiennes là, qui s'y intéressent, du genre Zama et Raven. Là, donc je pense qu'eux vont faire des avancées notables. Oui. Merci Pascal pour cette question. Une autre question, à ma droite, à ma gauche. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Dans votre modèle, vous parlez de protéger les données qui servent à entraîner le modèle. Est-ce que vous avez aussi un axe lié à la propriété intellectuelle des données qui seraient utilisées et de ce qui pourrait en ressortir? Ah, vous voulez dire que dans Stable Diffusion, c'est générer des images de chez Getty qui montrent que, bah oui, ils ont piqué des images à Getty, quoi. Par exemple, ou ouais. générer un tableau, générer un poème sur la base de documents qui sont liés à des artistes qui ont produit des choses et qui sont exploités finalement, et on ne sait pas dans quelle mesure, comment dire, ce qui est sorti devrait donner lieu à royalties ou des choses comme ça. Alors donc, en ce moment, donc, il y a des procès. Donc Ouais. Getty a fait un procès à Staple AI. Il y a des gens qui se dégagent de ça. Par exemple, Facebook a dit hors de question qu'on utilise ces réseaux-là. Facebook a acheté 200 millions d'images à Getty. Il a vraiment payé. Et donc maintenant, ils apprennent des modèles sur ces images dont ils ont les droits. Donc on voit bien que la question est très sensible. Ça, je suis d'accord. Maintenant, faire la preuve que, effectivement, le réseau a mangé ces images-là à l'entraînement, c'est un peu plus délicat. Un peu plus délicat, mais bon, il y a des faux grossiers, quoi. Hein. Quand le réseau vous fait une image avec le petit logo Getty, bah oui, bon, voilà, c'est sûr qu'on le prend la main dans le sac. Ouais. Merci pour cette question. Dernière question. Il y a des papiers aussi qui incitent les artistes à faire des modifications imperceptibles sur leurs images, de telle manière que le réseau ne peut pas apprendre leur style. Voilà. Il y a un papier là-dessus. Bon.